Et hop, c'est le printemps et l'heure de notre table ronde d'avril. Alors, au programme, Laurent présente l'intégration des agents dans Dapper, Dapper Agent. Clément présente les nouveautés que l'on connaît pour l'instant de .NET 10. Gérald précise le pourquoi du choix de Go pour le compilateur TypeScript. Anthony poursuit les mises à jour effrénées de .NET Aspire avec la prochaine version 9.2. Et Jérémy nous parle du support de UWP dans .NET 9. DevDevDev.net, épisode 66, c'est parti! Bon, bonjour et bienvenue pour ce 66e épisode de DevDevDev.net. Alors aujourd'hui, on a 1, 2, 3, 4, 5 personnes qui sont présentes, qui vont nous présenter différents sujets. On a Jérémy Janson, bonjour. Bonjour. Microsoft MVP catégorie développeur technologie depuis 2010 et auteur du blog bugshunter.net. Lui, il va nous parler du support de .NET 9 dans UWP. On a également Clément Sagnier, bonjour. Bonjour. Freelance chez Digitalcraft, spécialiste des technologies .NET Azure Blazor, et est écrit également de manière récurrente dans le magazine Programmé et dans le blog goatreview.com. Et toi, tu vas nous parler des nouveautés de .NET 10, si je ne m'abuse. C'est ça. On a notre faux Canadien préféré, j'ai nommé Gérald Barré, bonjour. Salut tout le monde. Pourquoi Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez... Non, qu'est-ce que je vous raconte, moi? Je suis fatigué déjà dès le matin. Donc... Le matin, il est 17h. Bah oui, il est tôt chez lui. Donc, dans la catégorie toujours développeur technologie depuis 2020 et auteur du blog mesiantou.net. On a également Anthony Simon, bonjour. Salut. Staff software développeur chez Worklip, .NET expert, technical leader et blogueur sur le site anthonysimon.com. Et enfin, vous l'avez reconnu, donc Laurent Campé, bonjour. Salut Richard, bonjour tout le monde. Microsoft MVP depuis 2003, catégorie développeur technologie, team leader et distinguished solution architect chez Innoveo. Et toi, tu vas nous parler tout de suite là de Dapper Agent. Agent. Il faut que tu travailles ton anglais, Richard. Oui, il faut que je fasse quelque chose de ce côté-là. Ouais, c'est un sujet dont j'avais déjà parlé en janvier dans le podcast. Mm-hmm. Et seulement qu'à l'époque, ça s'appelait Floki. Donc c'est Roberto Rodriguez, qui est un chercheur en sécurité chez Microsoft, apparemment qui est plus chez Microsoft ou qui allait changer. Donc à l'époque, il était chez Microsoft encore, qui a créé un framework qui s'appelait Floki. Et le truc est tellement bon que les gens qui maintiennent Dapper lui ont proposé en fait de ramener ce framework dans la communauté Dapper et de renommer ça en Dapper Agents. Donc c'est un projet qui me touche, qui me tient à cœur parce que si vous suivez le podcast, Dapper, c'est quelque chose qui m'intéresse. Tout ce qui est AI, c'est quelque chose qui m'intéresse. Donc Agent, c'est pour Agentic AI. Et donc c'est un framework qui est conçu pour développer des systèmes d'agents intelligents, autonomes et résilients, observables, tout en intégrant l'orchestration des workflows, la sécurité, la persistance des données et la télémétrie. Donc, on voit pas mal de systèmes agentiques émerger. Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent. Moi, l'attrait de Dapper, c'est vraiment quelque chose qui m'intéressait. Et puis, en fait, il y a quelques mois, j'essayais justement de comprendre un peu tout ce qui commençait à émerger, ces agents, la communication entre agents, etc. Et j'ai eu un moment, comment on dit, aha moment. Mm-hmm. Je me suis dit, mince, c'est pas possible. Quand je vois en fait Dapper avec ce qu'il amène dans ses donc Dapper pour Distributed Application Runtime,
tout ce qu'il apporte avec le workflow, avec le virtual actor comme composant. Et quand on voit les workflows qu'on peut écrire et comment en fait les workflows des systèmes agentiques, c'est quasiment un match 1 à 1. Donc quand j'ai réalisé ça, je me suis dit punaise, ce serait une bonne idée de construire un framework pour créer des agents d'IA basés sur Dapper. Or, apparemment, Roberto avait eu l'idée avant moi, quelques mois avant moi, et avait bossé là-dessus. Aujourd'hui, Dapper Agents, donc c'est maintenu par la communauté. Dapper, c'est un projet du CNCF, donc c'est pas rattaché à un cloud provider ou quoi que ce soit, comme Dapper lui-même. Enfin, Dapper Agent fait partie de Dapper, donc n'est pas rattaché à Microsoft ou qui que ce soit. Pour l'instant, c'est un framework qui est basé sur Python, mais qui probablement va être porté sur .NET. J'en ai discuté avec le mainteneur du Dapper SDK et apparemment, il voulait commencer à porter ça. Et donc, comme je disais avant, il est fortement basé sur les composants workflow et virtual actor de Dapper. Les points clés du projet Dapper Agents, c'est la possibilité d'évolution. Ça permet de faire fonctionner des milliers d'agents efficaces sur une seule machine avec une architecture adaptée aux environnements Kubernetes. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, comme c'est basé sur les virtual agents, les virtual actors, je me mélange à chaque fois entre agent et acteur. Donc, les virtual acteurs de Dapper, en fait, c'est des acteurs c'est un framework d'acteurs. Et le côté virtuel, ça veut dire qu'il est managé par le système, l'agent, et donc il peut être démarré ou arrêté. Et donc c'est quelque chose qui va permettre de faire de la montée en charge et de l'évolution plus facilement. Un des autres points clés de Dapper Agent, c'est la résilience des workflows. Donc en fait, quand on écrit un workflow et qu'on va l'exécuter. Alors il y a des workflows, c'est des step par step, une après l'autre, mais on peut très bien avoir une activité dans notre workflow qui dépend d'une entrée d'un utilisateur, qui va être asynchrone, qui va arriver à un certain moment. Et donc il va falloir pouvoir gérer ce genre de cas. Et tout ça est permis par le Dapper Workflow. Et en plus, c'est vraiment quelque chose qui est résilient. Donc, ça garantit l'exécution complète des tâches grâce à des mécanismes comme les reprises automatiques après des interruptions. Donc, si y a un service que vous appelez dans une activité de workflow qui est pas disponible, le workflow il va pas forcément crasher. Il va être réessayé. L'activité peut être réessayée et ce genre de choses. Donc ça, on voit aussi. On peut s'imaginer l'intérêt de faire d'utiliser ce genre de choses dans un workflow où il y a un agent intelligent qui est capable de répondre en utilisant un LLM. L'autre point fort d'utiliser Dapper pour ça, c'est toutes les possibilités d'intégration des données. Donc Dapper prend en charge une 50aine de sources de données, structurées ou non structurées. Par exemple, c'est très facile imaginons qu'on a un agent. Un agent, on veut souvent avoir qu'il ait de la mémoire, qu'il se rappelle de ce dont on a discuté. Là, Microsoft vient d'annoncer, par exemple, que leur copilote, il va se rappeler du prénom de votre chien ou du prénom de votre femme ou ce genre de choses. Et là, pour faire ça, en fait, avec Dapper, on peut très bien penser à utiliser le composant State Store. Et derrière, connecter quelque chose comme Redis ou une base de données Cosmos ou SQL Server ou tous les composants que Dapper permet de plugger sur son State Store, son composant State Store. L'autre attrait de Dapper Agent, c'est le système multi-agent. Quand on parle de système agentique, souvent on parle de système avec plusieurs agents, un peu comme GitHub Workspace, où on va lui donner des besoins, une description d'un besoin. On va avoir un premier agent qui va en fait prendre ce besoin, va le couper en un espèce de planning d'implémentation. Ce planning, il va donner une tâche à un agent développeur. Le développeur va implémenter ces besoins, qui va donner ça à un autre agent qui va vérifier l'implémentation ou même l'exécuter pour voir si ça marche.
Et donc, c'est plusieurs agents qui vont communiquer entre eux. Et donc, Dapper Agent supporte ce système de multi-agents. Encore une fois, il est basé sur la puissance de Dapper pour utiliser tout ce qui est la communication avec les pub-sub sécurisés. C'est observable avec l'open télémétrie et toujours toutes les choses là. La sécurité intégrée aussi, puisque en fait, encore une fois, comme c'est basé sur Dapper, on utilise toutes les politiques de résilience, de chiffrement MTLS pour sécuriser tout ce qui est communication. Et enfin, comme je disais avant, Dapper, c'est CNCF et c'est un projet open source. Donc ça élimine les risques de dépendance à un fournisseur unique et ça offre une flexibilité maximum. Donc, si je comprends bien, jusqu'à présent, on avait Dapper qui permettait de gérer ces workflows et d'avoir tous ces services qui sont déployés un petit peu partout. Et donc là, on a ces agents qui arrivent en plus et qui permettent d'avoir une orchestration un petit peu différente, quoi. En utilisant la puissance des LLM pour dire, bah tiens, c'est à toi de bosser ou c'est plutôt à toi, etc., quoi. Exactement. En fait, j'ai bien compris. Ouais, c'est pas mal. Ouais, en fait, Dapper, c'est vraiment la fondation et ils ont utilisé tout ce que rapporte Dapper pour construire et monter un niveau d'abstraction pour justement pouvoir créer des agents d'IA. Et faire qu'on arrive à orchestrer ces agents, qu'on arrive à les faire discuter entre eux, et que tout ça monte en charge, que ça soit fault tolerant et tout ce qu'il faut pour faire en fait ce genre de système, quoi. Alors, ce qui est drôle, c'est que bon, il y a effectivement ces Dapper Agents. Du côté de chez Microsoft, on a chez Semantic Kernel, là, ils bossent énormément. Donc, on a aussi, je crois que c'est la semaine dernière, il y a le framework Agent de Semantic Kernel qui a été publié, qui est devenu en GA. Ils ont également un framework, un process framework qui est chez Semantic Kernel, qui est en cours de développement, qui vient aussi mettre en place des workflows. Tout ça orchestré par des agents. Donc c'est assez drôle. Pardon ? Ouais, à noter qu'en fait le Semantic Kernel, ils viennent avec ce framework agentique d'agents et ils ont une version qui va être basée sur Dapper aussi et on pourra en fait avoir soit Dapper soit Orleans Orléans de Microsoft. Et donc en fait c'est vrai qu'on voit un peu tout le monde part dans cette direction d'Agentic et de fournir en fait la possibilité de créer ce genre de choses. Mais pour moi, franchement, j'adore l'idée de Dapper parce que c'est vraiment un agent, c'est quelque chose, c'est comme un service, quoi. Et on a besoin de cette possibilité d'autonomie, de pouvoir l'appeler, de pouvoir avoir la sécurité autour de ça. Ok. Ouais. Ok, après il y a aussi les fameux MCP, mais ça on en parlera dans un prochain podcast. Ouais, ça c'est encore un autre sujet. Sujet. Bien, vous aviez des réflexions à faire sur ce sujet-là ? Je sais pas, Gérald, Anthony, Clément, Jérémy ? Non ? Rien de spécial ? On attend de voir ce que ça va donner, vraiment quand tout ça va être bien implémenté, qu'on pourra utiliser peut-être des briques dans des applications natives ou même juste en tant que copilot pour coder, quoi. Copilot, en fait, ça a été réalisé hier ou avant-hier, je sais plus, pour les 50 ans de Microsoft. Le mode agence, je le teste depuis 1 mois et demi et ça marche vraiment pas mal. Ou je teste aussi l'équivalent chez JetBrains qui s'appelle Juni, c'est vraiment impressionnant, franchement, ce que ça fait. J'ai utilisé ces systèmes-là parce que j'ai refait mon blog et j'ai pas mal utilisé ces systèmes-là pour m'aider. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de web et c'est vraiment bluffant, quoi. Ok. Le code aussi, c'est plutôt pas mal aussi. Hein, ils arrivent à bien améliorer la productivité, ça c'est sûr. Ouais, ok. Absolument. Bien, merci Laurent. Et puis Clément, puisque t'as la parole, toi tu voulais nous parler des nouveautés de .NET 10. Alors bon, on n'a pas 3 heures. Hein. Non, je vais
je vais essayer d'être succinct dans les améliorations qui sont prévues, parce que c'est vrai que pour l'instant c'est que la roadmap qui a été dévoilée. Il y a quand même 2 previews qui sont sortis, mais c'est vrai qu'il y a pas mal de choses. Alors côté Blazor, ASP.NET Core, on va avoir plusieurs axes qui vont être développés, notamment la partie sécurité. Microsoft va essayer d'améliorer et de simplifier la partie authentification, notamment avec Azure AD, simplifier la gestion des utilisateurs et aussi des autorisations pour avoir un couplage beaucoup plus fort ce qu'il permet à l'heure actuelle. Une meilleure gestion des cookies aussi a été annoncée. À voir ce qu'ils vont faire là-dessus, avec éventuellement éviter des pertes d'état utilisateur et peut-être une meilleure prise en charge du CSP, du Content Security Policy, pour justement améliorer un peu toutes ces conditions. Après, on a toujours l'éternelle amélioration des performances, puisque depuis plusieurs versions de .NET, Microsoft essaye toujours d'améliorer les performances, notamment sur Blazor, où là, ça va être surtout orienté sur Blazor WebAssembly, où ils vont vraiment travailler sur la partie lazy loading, préchargement des ressources, justement pour éviter en fait de tout loader d'un seul coup et d'avoir des fois un chargement un peu trop long. Donc là, essayer de mieux gérer cette partie-là, et pareil pour la compression, améliorer la compression, notamment des scripts JavaScript pour accélérer le téléchargement. Laurent parlait justement d'IA. Ils vont essayer de mieux intégrer la partie, alors forcément IA, mais surtout Azure OpenAI avec Blazor, pour essayer de faciliter aussi la gestion de l'un avec l'autre, de pouvoir plus facilement peut-être ajouter des templates qui amélioreront l'utilisation d'OpenAI dans les applications Blazor. Et puis moi peut-être que Anthony en parlera avec Aspire, mais c'est pareil, ils vont essayer de simplifier, de mieux intégrer la partie .NET Blazor avec Aspire. Donc ça, c'est vraiment pour la partie totalement ASP.NET Blazor. On a aussi des améliorations. Alors C# 14, je trouve que c'est un peu timide pour l'instant. Après, il y aura peut-être des améliorations, mais c'est vrai que pour l'instant, c'est un peu timide. On a juste vu un peu la partie des fields qui étaient avec des propriétés auto-implémentées. On va plus avoir forcément besoin d'avoir un getter-setter avec une field private pour essayer de gérer ces properties. On pourra directement avec le C# avoir une implémentation sous-jacente et ne pas être obligé d'avoir une field private pour déclarer une field private pour avoir un champ privé et essayer de faire ses getters setters dessus. Donc il y a ça fait partie de la preview 1. Peut-être dans la partie performance, des conversions implicites entre les spans et les read-only spans, pour avoir peut-être des objets un peu plus complexes et être un peu mieux géré, notamment dans le C# 14. Et puis après, toujours la gestion des name-off aussi. Ils veulent ajouter, pouvoir appeler des name-off sur des listes. Et du coup éviter d'aller directement chercher le type et de pouvoir aller chercher directement le type de la liste et pas mettre juste le type du name-off, quoi. Donc voilà, on a ça qui est en cours, mais bref, comme je disais, moi je trouve que c'est assez timide par rapport à ce qu'on a prévu. Alors je sais pas trop s'ils vont améliorer, s'ils vont ajouter au fur et à mesure. Regarde Laurent la tête qui fait. Quand tu dis que c'est timide, t'as oublié beaucoup de nouveautés qui s'en viennent dans C# là, honnêtement. T'as dû rater des choses.
Peut-être, effectivement, mais en tout cas dans les what knows et tout ça. Il y a des choses qui sont dans le public dont on peut parler, elles sont documentées, là, tu vois, les normes directives, les extensions. La semaine dernière était chargée. C'est des choses qui sont qui vont pas sortir en disponibilité quand même. Ce sera des previews. Ouais, mais tout est déjà mergé en fait. Dans toi, les extensions, c'est mergé dans la 17.14 Preview 3, les Null Conditional Assignment, pareil, Preview 3, Ignore Directive, qui est quand même. On sait qu'ils vont nourrir, de toute façon, ils vont nous nourrir. Dans les bien sûr. Jusqu'au mois de mai, c'est intéressant de voir la direction aussi. Par exemple, tu vois, les Ignore Directives, tu vois, quand ils te mettent dans l'issue, l'idée, c'est carrément de pouvoir faire .NET Run de ton fichier C#, tu vois. Et de plus avoir CS proche pour les petits besoins, pour faire du scripting. Tu vois, il y a quand même une direction aussi qui est assez. C'est pas juste des petits syntaxiques là. Ce que j'aimerais pour les développeurs, c'est qu'ils fassent ce qu'ils ont fait pour les MVP, c'est qu'ils expliquent vraiment le sens des fois de certaines fonctionnalités et du pourquoi elles arrivent. Et ça permet de comprendre un peu la suite et d'anticiper la suite. Et j'aimerais qu'ils fassent davantage de pédagogie justement auprès des développeurs quand ils vont sortir les fonctionnalités, quand ils vont faire la build, pour qu'on ait quelque chose de très clair pour les développeurs qui comprennent un petit peu la direction qui est prise par Microsoft. Et qui sachent vraiment dans quel sens on va, parce que c'est vrai qu'on a quelque chose qui commence à dater maintenant. On a plus de 20 ans de .NET derrière nous. Oui, tout le monde se perd un peu. Je pense que j'ai organisé une conférence, mais vous avez eu accès. Moi, je ne suis pas MVP, je tiens à le dire. Donc, j'ai pas eu accès à l'information, NDA, privé, etc. Mais il y avait une conférence de Matt Storgersen, conférence NDC, et lui, il explique comme qu'est-ce qui s'en vient pour C#, justement. Et pas mal de choses, en fait, ont l'air de seront disponibles, mais probablement derrière des previews. Des previews. Ouais. En fait, j'ai réfléchi parce que je cherche le terme en français. Malheureusement, moi, j'ai tendance à parler avec ce mix de anglais-français. Je suis vraiment désolé. C'est mon petit côté comme français-canadien. Ça dérange, hein, t'inquiète. Il est en minorité. Donc, c'est ça. Et on voit qu'ils travaillent quand même très fort à sortir justement des fonctionnalités en preview parce qu'ils veulent avoir le feedback des développeurs, savoir s'ils vont dans la bonne direction. Donc, tout ce qui est concernant les extensions, c'est quand même de gros changements. Si vous avez vu la syntaxe là, je pense que ça a fait un peu comme... tout le monde comme il y a différentes opinions, je veux dire. Donc définitivement pas quelque chose entièrement fonctionnel. Des choses qui ont piqué. Exact. Oui, c'est ça que exact. Donc, on va juste devoir vivre. Je pense c'est un bon exemple de preview, parce que c'était en preview depuis. En fait, c'est déjà dans le compilateur depuis .NET 9. Dans le compilateur de .NET 9, c'est déjà disponible, mais il faut utiliser la version du langage preview pour y avoir accès, là, parce que je sens il y avait des petits tweaks qui restaient à faire. Là. Clairement, je pense qu'ils vont continuer cette stratégie de mettre de plus en plus de choses en preview une année, laisser le temps de décanter un peu, les early adopters peuvent l'utiliser, et puis comme ça, ils ont une release stable qui fait beaucoup plus de sens pour l'année d'après, quoi. Ouais. En plus, on sait, c'est une version paire, ça va être une version costaud. Ok, Clément. Ouais, tant mieux. C'est vrai que du coup, ça va permettre de faire évoluer le C# dans le bon sens. On avait une petite amélioration, notamment pour Maui, où il parlait surtout de hot reload et améliorer vraiment la partie hot reload sur .NET Maui. Donc à voir un peu ce que ça va donner et sur tout ce qui va être aussi minimal API. Ils veulent mettre en place, simplifier tout ce qui est minimal API et notamment mieux intégrer la partie Open API. Pour qu'on puisse utiliser peut-être plus souvent les minimal APIs et pas forcément les API normales. Donc du coup voilà, comme je disais, donc il y a déjà 2 previews qui sont sortis. Il y a notamment la preview 1 où il y a le garbage collector qui a été modifié aussi pour peut-être être un peu plus agressif quand le CPU va tourner à plein régime pour justement améliorer les performances. Là, on pourra gérer la config du garbage collector et essayer d'améliorer encore plus les performances quand on en aura besoin. En C# 14, effectivement, il y a le mot-clé field qui est sorti. Dans la preview 1, donc de bon augure du coup pour la suite. Et côté Blazor, on a surtout les optimisations sur les scripts JavaScript qui ont été sortis en preview, et la partie reconnect modal qui fait son apparition dans la preview 2
qui va permettre d'améliorer aussi notamment pour le Blazor Server, éviter d'avoir cette modale de reconnexion qui parfois est un peu imbuvable et pénible. Voilà, donc c'est ce qu'ils avaient annoncé dans la partie preview. Et aussi, j'ai vu passer aussi l'amélioration de la navigation, notamment les navigate to quand on est dans la même page. On n'a pas cet effet des fois de remontée et de redescente. Là, on pourra améliorer directement cette partie pour faire des navigate to directement et ne pas passer sur des problématiques de navigation. Donc voilà un peu ce qui a été annoncé pour l'instant et les previews qui ont été qui sont sortis. Et je crois qu'il y a la preview 3 qui va bientôt sortir d'ailleurs. Je me demande d'ailleurs si c'est pas demain, mais il me semble avoir vu le 8. Donc bon, du coup, on verra ce qui va sortir dans cette nouvelle preview. Oui, et pour rappeler, c'est que la version 10, c'est une version LTS, hein, donc. Ouais, tout à fait. Donc on en prend pour, c'est combien? C'est 5 ans, 7 ans? Je sais plus. 3 ans. 3 ans? 3 ans. Ah, c'est tout? Non, mais après le support. Le support c'est 2 ans et demi. 2 ans et demi, puis après, t'as étendu. D'accord, ouais, c'est ça. Bon. Ok. Ouais, bon. Puis on en revient au éternel débat. Est-ce qu'on migre? Alors, il faudra migrer vers .NET 10, hein, bien sûr, mais... Il y aura si tu as envie d'avoir une vraie version LTS, tu restes en .NET Framework, là tu as 30 ans de support à peu près qui s'en viennent là. Il y a toujours pas de date de fin. Bon, il n'y en aura jamais de date de fin. Hein. Tant que les Windows Server 2025, il y a .NET dedans, tu sais que tu en as au moins pour 10 ans, plus le support étendu potentiellement. Et puis il n'y a aucun plan pour enlever .NET des prochaines versions de Windows, à mon avis. C'est tellement intégré dedans que c'est compliqué. Là. Ok, bien, bah merci Clément. On va continuer avec qui? On va continuer. Bah tiens, Gérald, puisque tu as la parole. Toi, tu voulais nous parler de TypeScript. Ouais, il y a eu une petite annonce récemment là, qui a fait beaucoup jaser. C'était que les gens qui travaillent sur TypeScript ont dit qu'ils allaient réécrire le compilateur, enfin pas vraiment réécrire, porter le compilateur en Go. On va faire attention au choix des mots, là, c'est important. Ouais. Mais en gros, moi, ce que je trouve bien là-dedans, c'est se dire, il y a quand même des gens qui font des choix techniques là, qui sont quand même assez impactants et ils les expliquent. Donc, il y a toujours des learnings à apprendre de tout ça. Donc, j'encourage les gens à aller lire les discussions, justement, qui sont publiques, ou à regarder les vidéos, parce qu'il y a beaucoup d'informations et intéressant. Mais en gros, déjà, pour commencer, pour 99%, si ce n'est plus des gens, ça changera strictement rien, là. On utilise TSC pour compiler. En CLI, ils utiliseront toujours le même binaire, là, c'est juste qu'il sera écrit différemment derrière, là, mais on vient se rendre compte que la grande majorité des gens ne verront strictement rien. Si ce n'est que ce qui est annoncé et ce qui a été montré dans leurs premiers essais, c'est que le compilateur devrait être à peu près 10 fois plus rapide. Alors bon, si vous avez un seul fichier à compiler, vous n'attendez pas à avoir un x10, là, mais on verra pas la différence. Un peu plus gros. Ouais. En gros, l'idée, c'est comment ils veulent améliorer la performance, c'est vraiment en parallélisant le code beaucoup plus. Un des gros problèmes qu'ils avaient avec Node et avoir tout en TypeScript et selon les runtime derrière, mais c'est une Node là, c'est que c'est très compliqué de faire de la parallélisation. Et donc par exemple, un compilateur, il y a des choses qui sont très très parallélisables, comme par exemple parser tous les fichiers, juste les parser. Chaque fichier est indépendant les uns des autres. Donc si on a 10 threads sur sa machine, on prend 10 fichiers, on les passe en parallèle et on a fait x10 sur la perf là-dessus. Par rapport à avoir un seul thread. Il y a d'autres étapes qui sont parallélisables, même si c'est plus compliqué. Comme TypeScript, il y a une notion de vérifier que les types sont bons dans notre fichier, quand une méthode attend un nombre qu'on n'a pas passé une string, par exemple, ce qu'on appelle le type checker. Cette partie-là est aussi parallélisable, un peu plus compliqué, mais ils ont quand même réussi à avoir des gains là-dessus aussi, assez significatifs. Donc, à voir où ça va s'en aller. Parce que comme je l'ai dit au début, c'est un portage, pas une réécriture. Un des problèmes qu'un compilateur, mais ce serait pareil pour le compilateur C#, là, c'est que la spec, en gros, c'est le code. Il n'y a pas vraiment de spec officiel qui dit exactement tous les cas, comment les traiter. Donc en gros, si tu fais une réécriture, tu prends le risque d'introduire des nouveaux bugs, d'avoir des problématiques comme ça, donc beaucoup plus de support, et surtout une migration pour les gens beaucoup plus compliquée.
Donc d'avoir un écosystème qui va peut-être être fragmenté sur une ancienne version du compilateur et une nouvelle. Donc c'est pour ça qu'ils ont choisi de faire un portage, donc avoir quelque chose de très très automatisé. Donc c'est pour ça que d'après ce qu'ils disaient, Go c'est un bon candidat pour ça, parce que la syntaxe est très proche de ce qu'ils avaient déjà. Donc ça permet d'automatiser beaucoup plus de choses et donc d'accélérer, parce qu'ils ont une roadmap très très agressive, on va dire, pour ça. Ils parlent d'avoir une première preview cet été, quand même, et potentiellement d'avoir une version disponible l'année prochaine. Là. C'est Jérémy, très, très rapide. tu voulais... J'ai une petite question, j'ai l'impression que Gérald il partait dans ce sens-là. Petite question de béotien, on va dire, parce que moi ça fait quelques temps que je ne suis plus TypeScript, je crois que ça fait 2 ans que je n'ai pas touché. Ils n'ont pas prévu de nous bloquer à partir de certaines versions, qu'on puisse effectivement prendre ce compilateur et compiler même des vieux fichiers. Ouais, l'idée c'est vraiment, le but ultime pour eux, et c'est leur objectif, c'est que tu ne te rendes même pas compte que qu'ils ont fait quelque chose. Hein. Si tu avais un fichier avant, il compilera exactement de la même façon. Là. Ouais, parce que Microsoft, j'ai toujours peur quand on part sur des sujets qui sont classés dans l'open source, c'est que les breaking changes arrivent beaucoup plus vite qu'ils sont arrivés avec .NET Framework. Hein. Quand on a eu .NET Framework, on avait vraiment largement le temps. Maintenant, tout ce qui est open chez Microsoft, ça part très vite. Ça. Après, quand tu as une nouvelle version d'un compilateur, il y a peut-être des nouveaux warnings, de nouvelles choses qui pourraient checker. Donc, si tu passes sur la nouvelle version, tu auras potentiellement ton code compilera peut-être plus parce qu'ils ont rajouté un nouveau check qui n'est pas avant et qu'ils détectent des nouveaux cas, tu vois. Mais le but, c'est vraiment tu changes sans avoir des nouveaux problèmes. Là. C'est 100% de compatibilité. Là. Il faut bien se rendre compte qu'ils ont des très très gros projets derrière. Là. Genre VS Code, par exemple, c'est un projet totalement en TypeScript. C'est quand même, on va compter ça en millions de lignes de code. Là. Donc, s'ils font oui, ça coûte très cher de faire des changements là-dedans. Ouais. Je pose la question parce que juste le maintien d'extension pour VS Code, pour avoir joué avec, c'est vrai que des fois quand tu as des montées de version dans VS Code, à gérer, c'est pas toujours joyeux. Hein. Ouais. Et donc, c'est un portage, donc pas de changement visible. Mais ce que je trouve aussi intéressant, ça va peut-être faire plaisir à Laurent ou aux gens qui aiment l'AI, c'est le pourquoi ils le font, en fait. Parce que on pourrait se dire, ok, VS Code, ça fait des années qu'ils travaillent dessus, et bon, la compilation est un peu lente, mais on pourrait se dire, ils s'y sont habitués, c'est comme ça. Mais une des raisons qui a été exprimée, c'était pourquoi dans un compilateur qui est performant, c'est par exemple pour Copilot. C'est-à-dire quand tu es dans ton IDE, tu veux que Copilot va suggérer du code. Ce code-là, en général, il va être passé aussi au compilateur pour dire est-ce qu'il est valide. Et s'il n'est pas valide, il retourne à Copilot, en gros, à ton chat GPT, whatever, pour lui disant tu m'as généré ça, une liste d'erreurs, merci de le fixer. C'est régénère quelque chose. Et donc, tu peux avoir des allers-retours qui peuvent se faire avant d'arriver à l'utilisateur réellement. Et donc, si tu as une compilation qui prend 3 secondes, ton aller-retour, il peut être très, très lent. Donc, c'était une des raisons derrière d'avoir une interaction beaucoup plus rapide. Et donc, c'est pour ça que tous les compilateurs, potentiellement, peuvent avoir cette problématique-là de vouloir être plus performants. En tout cas, à l'avenir. Et je trouvais ça assez intéressant de voir que certains besoins comme ça peuvent avoir des impacts aussi importants derrière. Vas-y. Ouais, parce que c'est vrai qu'on n'a pas vu une levée de bouclier depuis des années de gens qui disent TypeScript c'est lent, quoi. Ou alors j'ai... Dans ça. En gros, tu as quelques gros projets. Tu peux voir quand même quelques... Comment ça s'appelle ? Je crois que c'est Bun, ou je sais plus, un tool qui est dans l'écosystème de JavaScript. Mais en général, là, je suis quand même assez... c'est pas mon quotidien non plus, là. Je suis pas expert non plus. Plutôt. Ouais, c'est ça, mais je sais qu'eux, ils avaient des problématiques où au début, ils voulaient faire des choses en TypeScript à l'interne, là. C'est pas en tant qu'utilisateur de cette tech-là, mais eux, quand ils la conçoivent, là. Et je sais qu'ils avaient eu des problèmes de performance, ils avaient choisi de changer, de ne pas utiliser TypeScript à cause des problèmes de performance du compilateur. Au final. Ah ouais ? Aucune idée. C'est eux qui ont choisi, je crois que c'est eux qui ont choisi Zig. C'est ça, mais donc il y a quand même quelques personnes qui avaient eu des retours comme quoi le compilateur était trop long, pour leurs besoins en tout cas. Mais ça concerne vraiment quelques projets là. Imagine Visual Studio Code pour le compiler. Je pense que s'ils multiplient par 10 leur CI et tout ça, ils vont être contents de la facture à la fin du mois, quoi. Clairement, le CI. Ouais, et puis même en termes d'expérience de développeur, tu fais une PR. Si au lieu d'attendre 10 minutes, tu attends 5 ou même 2, tu vois, t'es content. T'as un feedback beaucoup plus rapide.
Je peux revenir sur le truc copilote parce que je n'ai pas trop compris. C'est quand tu utilises du TypeScript à la fin. Ouais. Oui, totalement. D'accord. Quand tu es en train d'écrire du code TypeScript, mais tu sais, de manière générale, tu peux prendre un peu ça pour n'importe quel langage. Tu vois, tu écris du C#, bah, t'as ton, on va dire Claude par exemple, ou OpenAI, enfin ChatGPT, qui va suggérer du code. Tu le passes au compilateur de ton langage courant, C# ou TypeScript ou Go ou autre. Et c'est là que tu as l'aller-retour qui peut se faire. Là. Ouais, mais ça, ils ont pris ça comme un des arguments. C'est un des arguments qui t'est donné par dans la vidéo que j'avais vue sur le sujet. C'est un des arguments, ouais. C'est assez dingue quand même comme argument, je trouve. Ouais, clairement. Mais c'est là qu'on voit que l'IA a aussi des impacts. En plus, je pense que il y avait déjà suffisamment d'arguments. En vrai, tu sais, quand vous avez le temps de compilation ou autre sur les gros projets. Puis là, c'est le truc qui fait que, ok, il y a un truc de plus. C'est vraiment un sujet important à traiter, quoi. De toute façon, aujourd'hui, quand tu mets AI quelque part, les managers, ils vont accepter plus facilement. Tu vois, les clients, ils vont être contents. Si seulement c'est des fous. C'est que marketing, là. C'est la boîte de Pandore. Ok, bon, c'était tout pour C'est ça, donc on verra si c'est certains sont motivés, bah, normalement cet été, vous pourrez commencer à tester. Et puis sinon, bah, attendez l'année prochaine, là, où ce sera prêt. Ouais. C'est quand même dingue, t'as pas dit un mot sur la montée de bouclier C# est mort et toutes ces bêtises qui sont sorties. Tous les gens qui disent. Bah, en gros, t'as toutes les communautés. Bah, c'est pas juste C#, là, t'as .NET qui dit, bah, comme TypeScript, c'est le même papa, là, c'est le même qui a designé de langage. Pourquoi ils ont pas choisi C#? T'as les gens de Rust qui disent, bah, il y a beaucoup d'outils dans l'écosystème Node qui sont faits en Rust maintenant. Pourquoi vous n'avez pas choisi Rust? Bref, tout le monde défend sa paroisse, là. Mais il faut qu'ils voient la vidéo. Oui, la vidéo de parler, oui. Elle est très bien. Il montre comme la comparaison, la facilité de portage. Alors les gens qui disent mais ils ont pas utilisé C#, tu sais, ils utilisent pas leur propre outil. Comment on peut leur faire confiance? Ils vont trop loin, ces gens-là, ils n'en sont pas assez renseignés. C'est dommage. Ils n'ont juste pas lu ou regardé la vidéo, c'est tout, quoi. C'est ça. Exact. Bah, moi, j'en ai parlé avec Anders, justement, là, que j'ai rencontré la semaine dernière. Il m'a dit, si on avait écrit TypeScript au début en C#, il n'y aurait pas eu de problème, quoi. Mais maintenant, c'est trop tard et on est pragmatique et on veut, justement, comme tu disais, c'est pas une réécriture, c'est un portage. C'est là où il y a une grosse différence. Donc, on va voir quels sont les outils qui vont nous permettre de faire ça. Et puis, ils ont fait leur étude. S'ils avaient écrit TypeScript en C# au début, mais ils avaient choisi de faire du TypeScript en TypeScript aussi pour une raison qui est que quand tu travailles sur le langage au quotidien et que tu l'utilises au quotidien, tu te rends compte des petites faiblesses et des petites choses. Donc ça permet aussi d'avoir du vrai feedback de leur part aussi, de se rendre compte des besoins. Ok. Bon, merci Gérald. Alors, on va rester toujours du même côté de l'Atlantique. Et c'est Anthony qui va nous parler, puisqu'on a fait un podcast il n'y a pas longtemps sur Aspire 9.1, donc c'est déjà un podcast qui est obsolète, puisqu'il y a Aspire 9.2 qui arrive. Dev.net. Richard Clark. Oui, j'ai préparé quelque chose que je vais pas représenter, mais je vais expliquer tout ce que je montre en même temps. Ouais. Je peux juste partager mon écran. Prenez-en de la graine, vous voyez qu'il y a quelqu'un qui prépare quand même. on avance de phase, hein. C'est bien. Mais nous, on est habitués à ce qu'il n'y ait que du son, là. Puis tu as commencé à mettre des vidéos sur YouTube, alors il faut qu'on se réadapte. Il voulait pas d'image. Alors, pour ceux qui sont sur YouTube, j'espère que ça va leur faire plaisir. Ah oui, c'est que Aspire 9.2 qui devrait sortir cette semaine si on se fie à cette vidéo qui était programmée sur la chaîne .NET, programmée pour le 10. Donc moi, quelque chose me dit que ce sera pour le 10, voilà. Ou peut-être demain, en fait. En général, les releases, c'est les mardis, pas vrai? En tout cas, Aspire 9.2, pas mal de changements côté front-end, côté dashboard, justement, dans tout ce qui est affiché à l'utilisateur. On a dorénavant un graphe. C'est la première PR qui est émergée dans 9.2. Un graphe des ressources qui nous permet de comprendre les interactions entre les services, quand même très pratique de pouvoir naviguer à travers des systèmes complexes et de voir, OK, quelles sont mes dépendances, qui parle avec quoi. Quand même très dynamique, on peut cliquer sur les éléments, on peut voir les détails ici. Est-ce qu'ils sont
healthy? Est-ce qu'il fonctionne ou pas? Etc. Oui, quand on travaille d'ailleurs, avec des microservices, ce genre de choses, c'est très utile. Mais si... Ouais. Okay. Ce graphe-là, il est généré à partir du code qu'on écrit en C#, là où on déclare tous nos services, ou est-ce qu'il est aussi bâti avec OpenTelemetry et toute les métadata, la télémétrie qui est envoyée? Il est par bâti exemple, des services qui ne C#. seraient pas... Ok. Malheureusement, c'est pas représentatif de la réalité de ce qui transite comme data, comme données entre les services, mais plutôt vraiment à partir. Donc ça, c'est un programme, celui que je suis en train de présenter. Ça fait partie du code d'Aspire, pas vrai, comme ils ont des projets d'internes pour tester. Donc c'est exactement ça. Donc quand quelqu'un dit j'ai une référence entre deux ressources, ça crée une relation entre elles, et donc on a comme résultat ce dashboard qui accède à cette information de comme quelles ressources ont des références vers quel autre de tel type, quels sont les types comme HTTP, etc. Et ou connection string par exemple, et on peut le voir à ce moment-là. Donc on a des endpoints, etc. Donc ça c'est pour le graphe. On a également, si on tourne sur la vue classique, oui, on a une question? Non, je voulais juste dire, en fait, ce que disait Gérald, pour l'instant, on voit pas l'OpenTelemetry. Il n'y a rien qui empêche de le voir dans le futur sur le graphe directement, de voir les messages qui partent d'un service vers un autre et ce genre de choses. Ouais. C'est pas quelque chose qui est figé, quoi. Ouais, on le sait déjà, mais pas sur le graphe. On le voit, des données comme front-end appellent catalogue service, fait qu'à ce moment-là, ils peuvent bâtir ça dynamiquement. Ouais, c'est une version plus tard, là. C'est une chose à la fois, on va dire. Exactement. Ouais. Est-ce que vous remarquez des changements ici? Petites couleurs qui apparaissent, les icônes à gauche. Les icônes ont changé. Les symboles. Alors les couleurs, ça représente la couleur du service. Ça match un peu ce qu'on a dans les traces et les logs, etc. Mais on a aussi une petite icône package, service, base de données, du code. Les côtés URL également, on a des utilisateurs comme des URL qui sont plus comme faciles à lire. On a des textes dorénavant. On a aussi la possibilité de mettre des URL custom. Donc avant, c'était juste du localhost. Mais depuis 9.2, on pourra dire mon URL, j'ai un exemple ici que j'avais préparé. Voilà, j'ai une référence j'ai un projet catalogue DB avec une URL https://catalogue-db app.localhost. Voilà, c'est une URL qui n'est pas gérée par Aspire. Peut-être que dans mon projet, j'ai quelque chose qui installe dans mon fichier l'URL dans mon fichier host. Mais au final, je peux la rajouter quelque part dans le dashboard. On a quelques exemples ici. Redis Commander, ça pointe vers localhost 3381. Dans la capture des logs, des métriques, etc., on peut mettre pause. Des fois, ça va trop vite, il y a trop de données qui se passent. Et que si on fait prendre une petite pause, comprendre ce qui se passe, ça peut être très pratique. Voilà, donc sinon, côté dashboard, il y a pas mal d'autres petits changements, mais ils sont plutôt mineurs. Donc, des petits changements de côté des filtres, voilà, je peux afficher des resource types, afficher des colonnes. Bref, je m'étendrai pas là-dessus, parce qu'il y a quand même plusieurs. Je vais plus me pencher de quelque chose de complètement nouveau qui a été rajouté. C'est le Aspire CLI. Je ne sais pas encore comment ils vont le distribuer. D'accord. Je pense qu'aujourd'hui, il y a une contrainte. C'est juste comme Aspire, ça devrait être pour tout le monde, pas juste pour l'écosystème Microsoft, n'est-ce pas? Avec ça, je peux développer des applications en Java. Bref, vraiment comme n'importe quel runtime. Et pourtant, c'est très couplé à .NET, pas vrai? Donc, la barrière d'entrée de base est difficile parce que les gens se disent mais moi j'ai besoin d'être un développeur .NET C#. C'est pas nécessairement vrai. Donc je pense qu'ils créent ce CLI justement pour vraiment abaisser la barrière d'entrée. Je sais pas comment ils vont le distribuer, c'est pas documenté et je suis pas MVP donc j'ai pas accès à l'information. Il faut encore. Mais j'ai quand même testé le CLI localement et donc on a quelques commandes ici comme Aspire Run où je peux justement comme démarrer un projet. On peut voir l'affichage ici, donc un tableau, un ski. Je pense que ça utilise Spectre Console pour tout ce qui est petit visuel sympa dans la console. On a différentes commandes. Donc Aspire New pour créer un nouveau projet from scratch, à partir de rien. Run pour démarrer un projet app host. Rajouter des intégrations. On aimerait pouvoir se connecter à Redis, MongoDB, CosmosDB dans un projet. Et qu'on peut utiliser Aspire add Redis quelque chose. Et finalement, Publish,
qui, lui, est quand même très intéressant parce que beaucoup de personnes critiquent, dont moi, critiquent Aspire dans le sens où, oui, c'est très, très bien pour l'expérience de développement local, mais quand il faut se rendre dans les environnements de production, déployer les services, et là, c'est un peu plus maigre. Alors, ils ont rajouté cette notion de publish, avec des publishers, où on va pouvoir dire Aspire publish Azure, ou Aspire publish Docker Compose, pour ceux, ou même Kubernetes, right? On a une intégration avec Kubernetes qui a été faite par la communauté Aspirate, je crois le nom. Ils vont le ramener directement de base dans Aspire. Donc ça, c'est très bien. Et donc, les gens pourront construire leur propre publisher qui pourrait éventuellement concorder avec leur propre infrastructure s'ils le veulent. Là encore, on voit la puissance de l'extensibilité d'Aspire. Les gens peuvent développer ce qu'ils ont besoin pour que ça t'adapte à Aspire, ou plutôt l'inverse, c'est Aspire qui s'adapte à leurs besoins. La notion de publication, là, pour l'instant, c'est encore, j'allais dire, je veux pas dire que c'est en bêta, mais c'est encore un petit squelette, quoi. C'est pas étoffé, quoi. C'est Azure Container Apps, je crois. Il y a pas grand monde, je pense pas qu'il y ait grand monde qui l'utilise, honnêtement. Ouais. Ça s'intègre mal dans des systèmes existants. Il y a des compagnies qui ont déjà des plateformes en place, des règles dans Azure, des infrastructures, des fichiers Terraform, peut-être mieux pour des projets, des nouveaux projets, en mode consultant, peut-être, je sais pas. Moi, je suis pas consultant, enfin, je ne le suis plus. Donc, c'est un peu plus difficile de justifier un ajout d'Aspire dans une compagnie. Jérémy, tu as la main levée. Ouais, je suis un peu surpris par l'arrivée de la CLI maintenant, en tant que développeur .NET. Depuis .NET Core et puis après toutes les montures qu'on a eues, la CLI est arrivée avant tous les produits. Et là, j'ai l'impression de retrouver finalement toutes les commandes qu'on a l'habitude d'avoir quand on fait du .NET, quand on a l'habitude d'utiliser les plateformes .NET depuis le début, parce que dès qu'on a eu des CLI, on a eu toutes ces commandes de base, quoi. C'est un peu comme si le produit il était fait à l'envers par rapport à la logique à laquelle on est habitué depuis presque 10 ans, je suis tenté de dire. Est-ce que c'est pas aussi je pense que ça dépend. Tester le marché un peu, dire, sorte Aspire, est-ce qu'il y a un intérêt pour ça? Puis ils se rendent compte qu'il y a un intérêt quand même. Peut-être que maintenant ils veulent pousser plus loin, tu vois. Ouais, mais regarde, moi, il y a un moment, on s'habitue tellement à la CLI que, par exemple, Nuggets, moi, je l'utilise plus directement. Ça veut dire quoi, parce que la différence, c'est l'audience? C'est-à-dire que maintenant, moi, c'est .NET. J'ai toujours mon .NET et je demande toujours à .NET de faire le travail par rapport à Nuggets même. Tu vois, il y a un moment, tu t'habitues tellement à la CLI que tu sors même plus de ta zone de confort, même si on parle pas d'IDE, là, on parle vraiment effectivement d'avoir son shell à soi. C'est bizarre, j'ai l'impression que c'est pas le Microsoft que j'ai le sentiment de connaître depuis une dizaine d'années, avec les gros changements qu'on a eus. Je pense que ce projet a bien plus d'ambition que des choses qui sont strictement réservées aux développeurs C#, .NET. Et ils s'en rendent compte avec l'utilisation au fur et à mesure des besoins qui émergent, des personnes qui travaillent avec AWS, des personnes qui travaillent avec Java, Go, Python. Donc, ces personnes-là, à la base, ne sont pas la cible, de tout ce que .NET ou Microsoft produit. Et donc, c'est sûr que nous, en qualité de développeurs .NET, depuis déjà plusieurs années, décennies pour certains, eh bien, on a une certaine vision, comme on sait comment les choses fonctionnent, pas vrai? Moi, j'utilise également les CLI.NET ou NuGet, pareil, directement, mais quelqu'un qui apprend que Aspire existe, qui se dit, ça serait intéressant pour mon application en Python, tu sais, ben lui, il doit aller voir, ok, je dois installer le .NET SDK, je dois installer Visual Studio. Cette affaire-là, elle n'était pas payante à la base. Non, j'ai juste l'arrêté. Donc, on a tous ces préjugés qui rentrent en jeu avec toutes ces personnes, et je pense qu'ils veulent, c'est ça, il y a le branding, le marketing, Aspire qui est couplé fortement à .NET, et je pense pas que ça lui rende justice. Malheureusement, on a encore beaucoup de préjugés sur tout ce qui est l'environnement Microsoft. Les gens pensent que c'est encore fermé, que c'est pas open source, que ça fonctionne que sur Windows. Et là, je pense qu'il y a une séparation. Justement. L'équipe travaille sur Aspire. Et non, c'est le brand. Le marketing, c'est Aspire. On va avoir notre propre CLI éventuellement. Puis c'est comme les minimal API. Je pense que c'est un peu la même chose. Les gens qui sont arrivés de TypeScript, qui travaillent avec Express, d'autres frameworks web de base, un peu classique, très minimal, ils arrivent dans ASP.NET Core, ils voient, fait que je dois avoir des contrôleurs avec des fichiers start, puis programme.cs, c'est trop complexe. Eux, ils veulent juste comme créer un programme.cs, déclarer les endpoints. C'est
Là, on parle d'une audience différente, comme ça. Et je pense que c'est un peu ça qui se passe pour Aspire aujourd'hui. Surtout, tu vois que .NET de manière générale, tu sais que tu parles justement des gens qui viennent d'autres écosystèmes ou des nouveaux développeurs de manière générale. Tu vois tout ce qui a été fait dans les dernières années où ils ont simplifié les CS Proche, simplifié les fichiers C#, tu parles de Minimal API, etc. C'est peut-être aussi une façon de simplifier les choses aussi pour des nouveaux développeurs. Que tu aies moins besoin de rentrer dans les détails, comment les choses marchent. Utilisant CLI, ça marche. Là. Ah, mais moi, je pense que franchement, ils sont venus avec le CLI parce qu'ils évoluent dans la partie publish maintenant. Avant, il n'y en avait pas vraiment super besoin. On pouvait faire .NET New, le template, on pouvait rajouter un Apost, on pouvait faire ce genre de choses. Là, c'est vrai qu'ils ont fait d'autres trucs avec des nice to have, avec le dashboard en CLI, etc. Mais je pense que c'est plutôt la partie publish qui est... C'est pour ça qu'ils sont venus avec le CLI, je pense, à ce moment-là, parce que maintenant, ils sont en train de redéfinir en fait ce qu'ils veulent vraiment faire avec cette partie, les publish, et les idées sont un peu plus claires sur comment ils veulent le faire, quoi. Ouais, pour ça, c'est comme ça a du sens. Ils auraient pu faire .NET Publish, ça serait marché aussi. Là. Oui, bien sûr. Ouais. C'était déjà ça, pas vrai, .NET Publish. Ouais, tout à fait. Oui, je me rappelle pas des arguments. Malgré que je connais bien .NET Publish, ils ont trouvé de nouveaux arguments, c'est genre manifeste, quelque chose. C'est juste Aspire Publish était un peu plus facile d'accès. Un peu plus simple. Ah bah, dans les MS Build derrière. Hein. De toute façon, tant qu'il sera là, le PPR, ça sera jamais simple. Ok. Bon, écoutez, on va voir demain aussi la vidéo de David et Enco là, qui ont certainement. Non, c'est après-demain, le 10 avril. Bon, mais de toute façon, vous pourrez la voir. Bien, merci aussi. Il a commencé à publier à republier des articles aussi. Il en a encore publié un, là, il y a 30 minutes, là, sur Aspire. Donc, on voit qu'il y a un côté marketing aussi à ce niveau-là pour, d'expliquer ce que c'est le produit et où est-ce qu'ils veulent l'amener, là. Ouais. Ils avaient eux-mêmes du mal à l'expliquer pendant un an, hein. Ils le disent eux-mêmes, c'était compliqué pour eux de l'expliquer parce que ils savaient pas trop le définir. Maintenant, ils commencent à avoir un message qui est un peu plus clair. L'inner loop avec le développement local, c'était plutôt clair. Et maintenant, le publish, ça va devenir de plus en plus clair. Ok, bien. C'est bon, on peut arrêter avec Aspire. Je pense que j'ai fait le tour. Et maintenant, on va parler de tout à fait autre chose. On va parler d'un truc qui est bien connu de tout le monde, qui est UWP. Et c'est Jérémy qui voulait nous en parler avec le support de UWP dans .NET 9. Alors, quel est ton problème, bien connu, ça fait rigoler tout le monde, c'est ça? Non, mais c'est vrai que UWP, c'est un peu le mal-aimé. Mais le mal-aimé, comment dire? Alors, UWP n'est pas mort, soyons clairs, c'est une chose il faut que ce soit clair pour tout le monde. Ça n'est pas le chemin recommandé aujourd'hui pour faire du développement sur Windows. Microsoft met l'accent sur un produit qui n'a jamais plu, qui est WPF. Bon, moi j'aime WPF, mais il y a beaucoup de développeurs qui ont du mal avec. Il met l'accent sur WinUI. WinUI, apparemment, même chez eux, ils ont du mal à convaincre des développeurs de s'y mettre. Donc résultat, en fait, on se retrouve dans une situation où UWP qui continue à être supporté, qui n'a pas une nouveauté pendant un paquet d'années, se retrouve effectivement dans une situation où il y a beaucoup de développeurs qui en ont besoin. Chez Microsoft, eux-mêmes, ils ont une grosse liste d'applications qui tournent grâce à UWP. Donc, ils sont arrivés dans la situation où ils ont été obligés de lâcher du lest. Ils ont cherché à simplifier la vie pour eux-mêmes. Donc, .NET 9 a débarqué dans UWP. Alors, je le dis comme ça, pour que ça soit un petit peu plus simple pour comprendre la suite. Pourquoi je dis ça? Aujourd'hui, si vous créez un nouveau projet avec Visual Studio, vous allez avoir plusieurs templates. Et maintenant, les choses sont un peu plus simples maintenant qu'il y a des mises à jour dans Visual Studio. Quand vous créez votre application, le premier template qui vous est proposé, ça va être un template qui vous est indiqué UWP with AOT. Alors en fait, c'est un UWP avec .NET 9 et qui nous permet de bénéficier de l'AOT. Et la deuxième série de templates, parce qu'à chaque fois on a 4-5 templates, c'est la version UWP .NET native. Donc en fait, pour ceux qui ont vécu à UWP quasiment au début, ou en tout cas dans les premières années,
.NET Native, c'est l'ancienne mouture, et la version marquée with AOT, c'est la nouvelle. Alors là où je suis pas spécialement d'accord au niveau du branding sur le with AOT, c'est que le with AOT, comme on le sait tous, ça va beaucoup dépendre des librairies qu'on va utiliser. Il y a des librairies qui sont pas du tout prêtes pour utiliser KOT. Si vous le mettez en place, ça va péter quand vous allez livrer ça à vos clients. Vous, quand vous allez vous faire vos tests, il va y avoir des surprises, il va vous manquer des choses. Donc c'est une espèce de... Comment dire ? J'ai beaucoup de mal en fait avec ce portage. Je vois les intérêts, parce qu'effectivement, là on bénéficie enfin de toutes les nouveautés de .NET 6 à .NET 9 qui débarquent dans le WP. Donc pour les gens qui maintiennent des applications WP, ça veut dire que on a un gros paquet de nouveautés, ne serait-ce qu'au niveau de C# qui débarque en termes de possibilités, en termes de gestion de syntaxe. On a le support de tous les packages nuggets qui sont livrés avec .NET 9, donc c'est plutôt cool, ça nous permet de profiter de beaucoup de nouveautés offertes par .NET 9. On a une vitesse de build qui n'est pas comparable. C'est quand vous créez vos packages avec UWP, c'était justement la partie qu'on déléguait, même juste la création du package, même si on le faisait à la main, qu'on déposait sur le store manuellement, on préfère exploiter savoir qu'il le fasse tellement c'était lent. Donc aujourd'hui, avec l'arrivée de .NET 9, c'est sympa. Aujourd'hui, c'est une super nouvelle d'avoir .NET 9 avec UWP, mais je suis très embêté parce qu'en fait, c'est pas le bon timing. Pourquoi je clique sur le fait que ce soit pas le bon timing, c'est que il y a des gens qui parlent déjà de revival. Depuis septembre, vous regardez septembre, on a eu des articles en septembre, je crois qu'il y en a eu un peu après Noël, et depuis, il n'y a plus rien. Il y a des gens qui parlaient de revival du WP en septembre. Il n'y a jamais eu de revival du WP, c'est juste qu'il y a un besoin. WP n'a pas une super cote de popularité, mais WinUI étant tellement plus mal en termes de popularité, que WP a besoin de cette mise à jour. Il n'y a pas le choix pour les développeurs qui continuent à avancer. Il faut cette mise à jour. Voilà, donc je suis super content. Je trouve que ça, en termes de productivité, ça va faire gagner du temps à beaucoup de développeurs. En termes de maintenabilité, ça va être quand même beaucoup plus sympa. En termes de tooling, il n'y a pas photo, puisque effectivement, on a des perfs qui s'améliorent. Pourquoi j'en parle que maintenant de ce support .NET 9 ? Parce qu'en fait, il nous a été annoncé en septembre avec des previews. Quand .NET 9 est sorti, on n'avait pas un support complet. La dernière brique à édifice, on l'a eu avec la dernière mise à jour, enfin les 2 dernières mises à jour de Visual Studio, pour intégrer les tests unitaires UWP avec .NET 9. On les avait pas avant. Donc si vous voulez avoir une application qui a été test unitaire qu'on ne peut pas spécialement faire tourner, c'est pas trop mon truc. Je préfère faire une migration quand tout est prêt. Aujourd'hui, tout est prêt. Il y a un go. On peut faire du .NET 9 pour WP. Par contre, c'est pas le chemin conseillé. Ouais. C'est l'habituel problème de Microsoft quand c'est juste faire du développement Windows. C'est on vous fournit des super outils, mais c'est pas le chemin conseillé. Ouais. Moi personnellement, je suis à fond sur du WPF, et effectivement, si j'avais une migration à faire, ce serait plutôt vers WinUI que j'irais que vers UWP, quoi. Voilà, c'est sachant que les paradigmes sont très proches, UWP et WinUI, c'est quand même des choses qui se ressemblent beaucoup. La différence, elle est vraiment minime en termes de philosophie. Par contre, effectivement, c'est pas la même plateforme, c'est pas les mêmes templates. WinUI dont tu parles aujourd'hui, même créer un nouveau projet, c'est toujours pas simple avec Visual Studio. Ouais. On n'a pas un bouton créer nouveau projet, ça n'existe toujours pas dans Visual Studio. C'est compliqué, quoi. Ouais. Alors que WP, avec le portage .NET 9, on a tout ce qu'il faut. Il y a tout le tooling. Je sais pas, je comprends pas. J'essaie, Ouais. Il y a quelqu'un d'autre qui fait de l'UWP ? Allô ? Écho. Non. J'ai l'impression que tu parlais de code de popularité, c'est intéressant. J'ai l'impression que c'est vraiment, il y a WinUI, WP, peut-être MyUI à un moment donné. Je sais pas trop où placer WPF là-dedans. Je sais que les gens n'aiment pas trop, mais c'est très puissant. Moi, j'adore. Je sais que Gérald aussi. Il y en a un autre qui est moins populaire, mais qui est beaucoup plus utilisé que les autres. Ça me fait marrer. C'est WinForm.
Oui. Il est moins populaire, mais il est plus utilisé. Ça, c'est quand Microsoft publie les stats. C'est historique, ça. C'est un truc de psychopathe. C'est le plus facile d'accès, pas vrai. Je veux dire, j'ai commencé aussi par là. Le designer, c'est très. Oui, après, je sais que j'ai fait, c'était très mauvais. Je pense que c'est toujours le plus facile d'accès, mais même si aujourd'hui, faire du WPF, dont parlait Richard tout à l'heure, c'est quand même une facilité d'accès aujourd'hui qui est assez détonnante. On a passé des développeurs à Maui à une vitesse folle, parce que finalement, derrière, c'est XAML. Tout ce qui est à base de XAML, finalement, les gens décrivent XAML, mais dès que Microsoft lance un produit dessus, ça part très très vite. Quand ils ont récupéré Xamarin, ça a été génial, tout ce qu'ils ont fait sur la partie Forms avec XAML. Quand ils sont partis sur Maui, ça a été un petit coup de souffle. On a respiré un grand coup, c'était super sympa. Ils ont fait évoluer, continuent à faire évoluer Maui, même si pour les gens qui effectivement font du XAML avec du WP, WPF, Maui, WinUI, il y a plein d'éléments qui sont communs, mais en fait, rien n'est commun. Non, je pourrais traduire ça comme ça, quoi. Ouais. On a les templates, on a les styles, et puis après, les bindings, les propriétés, elles portent pas les mêmes noms. La base est la même, c'est du XML. Voilà, oui, c'est ce que j'allais dire, c'est du XML. La base est la même. Voilà. Mais quand les gens disent qu'ils veulent régler les problèmes de WPF et autres, la première chose qu'ils disent, c'est qu'ils vont intégrer des CSS, tu vois. Parce que les templates, ils peuvent pas effectivement avoir un template qui marche sur l'ensemble des plateformes. Ils vont s'arracher les cheveux à faire des dictionnaires de style pour toutes les plateformes. C'est le problème qu'on n'a toujours pas réglé en fait avec XAML. Il y a une chose que tu as dans les préconisations de Microsoft, il y a une solution que tu n'as pas envisagée, dont nous avait parlé Simon Mourier il y a quelques temps dans un autre épisode. Et c'est là j'ai l'écran officiel sur mon PC là sur Microsoft Learn. C'est que dans les solutions qui sont préconisées, on a bien WPF, WinUI, Windows Form, UWP, on a .NET Maui, on a aussi toujours les MFC, hein, les Win32. On a également Blazor Hybrid quand on veut être un petit peu plus multiperformant, mais on a surtout React Native pour desktop. Et donc c'est dans les préconisations de Microsoft. Hein. Voilà. Attends, on en a deux qu'on a oublié, Avalonia et la plateforme Uno, pas vrai? Oui, mais c'est pas Microsoft, non, je sais, mais j'ai l'impression que ces deux-là ont plus de popularité finalement. Oui, absolument. Que les produits de Microsoft. Uno, ça m'a vraiment titillé à une époque. Hein. Franchement, Microsoft a lancé Maui quand je commençais vraiment à regarder Uno, et ça m'a fait faire le switch. Mais sinon, j'étais parti pour regarder beaucoup plus sérieusement Uno. Moi, ça fait des années que je veux passer à Avalonia, notre applicatif WPF. Le problème, c'est qu'on utilise les composants télériques. En fait, ils ont fait le problème a changé chez nous. Donc, à un moment, on a discuté avec Gérald, parce que tu faisais ça quand tu étais dans ta boîte avant, là. Migrer du WPF vers du Blazor. Et on avait une solution comme ça. Mais franchement, si j'avais le choix, je serais super content d'aller sur Avalonia, quoi. Ok, bon, écoutez, merci à vous 5 pour cet épisode dense et complet. Écoutez, bonne soirée, reposez-vous bien, et puis à la prochaine. Ciao tout le monde. Salut. Ciao. Salut. Bonne soirée.